Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Une nuit de frappe au Moyen-Orient, frappe iranienne sur plusieurs pays du Golfe, frappe américano-israélienne sur Téhéran, frappe israélienne en vue sur le sud du Liban. C'est le 11e jour dans la guerre qui a commencé dans cette région très stratégique du monde. Et pourtant, depuis Miami, Donald Trump a affirmé dans la nuit que la guerre était bientôt finie. L'opération serait en avance sur ses objectifs militaires. Ces mots correspondent-ils à la réalité du terrain? Que peuvent-ils signifier pour les Iraniens qui attendent un changement de régime? Nous serons à Téhéran dans le journal de midi et nous sommes à Beyrouth également avec Serge Berberi dans un instant. C'est précisément au Liban que nous allons nous arrêter pendant les 45 minutes qui viennent sur ce front entre Israël et le Hezbollah qui est l'un des plus actifs, l'un des plus meurtriers aussi. Un front qui n'était pas initialement celui ouvert par Washington il y a 11 jours. Un front qui a jeté sur les routes un demi-million de Libanais et qui vient pousser un peu plus ce pays meurtri vers l'abîme. C'est Parlons-en aujourd'hui avec Adéa Guillot, Jean-Paul Chagnolot, David Delos, Arthur Saradin et donc Serge Berberi qu'on a vu à l'instant. Merci à tous d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Adéa Guillot. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la porte-parole de l'ONG CARE France. À vos côtés, Jean-Paul Chagnolot. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Professeur émérite des universités, président honoraire de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Votre dernier ouvrage qui vient de sortir, Oublier ou punir, justice pénale internationale et politique, qui est sorti au Cavalier Bleu tout juste. David Delos, rebonjour. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, chroniqueur international à la France 24. On va retrouver Serge Berberi dans un instant à Beyrouth. Et puis je vous salue aussi depuis Beyrouth, Arthur Saradin. Merci infiniment, Arthur, de prendre quelques instants pour être avec nous ce matin. Vous êtes le correspondant de Libération et de la chaîne d'information française LCI au Liban. Et vous avez signé ce grand format sur lequel on reviendra dans un instant. Opération meurtrière au Liban, heure par heure. Enquête sur un fiasco militaire à Nabichid. Vous nous raconterez votre enquête dans quelques instants. 486 morts, dont des civils, 83 enfants selon l'UNICEF, plus de 1300 blessés et un demi-million de personnes déplacées pour une population de 6 millions de personnes. Voilà le Liban après 8 jours de guerre entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Jusqu'ici, les propositions de négociation avec Israël lancées par le président libanais Aoun sont sans effet. Les bombardements israéliens se sont poursuivis cette nuit encore sur le sud et l'est du Liban. Et ce matin, bonjour Serge Berberi, l'armée israélienne a de nouveau rappelé aux habitants du sud du Liban à évacuer la zone autour du fleuve Litani. Est-ce que ça veut dire qu'une attaque d'envergure est en vue à nouveau ? Eh bien, justement, ces appels à évacuer concernent donc une large partie du sud Liban. L'armée israélienne demande aux habitants situés au sud du fleuve Litani de quitter leur maison et de se diriger vers le nord. Dans le même temps, des avertissements ciblent aussi certains secteurs de Tyr et de Saïda, où Israël affirme vouloir frapper des infrastructures donc du Hezbollah. Mais au-delà de ces zones précises, ces appels traduisent surtout, vous savez, une montée de la pression militaire israélienne dans le sud. En clair, Israël prépare donc le terrain pour de nouvelles frappes plus larges et peut-être aussi une intensification des opérations dans toute cette région. Sur le terrain, ces avertissements commencent déjà d'ailleurs à provoquer de nouveaux départs de civils. Ce matin, dans le village chrétien frontalier de Alma el-Shahab, des habitants se préparent donc à quitter leur maison. C'est l'un des derniers villages encore habités le long de la frontière. Depuis le début de l'escalade, beaucoup d'habitants d'Alma el-Shahab voulaient rester sur leur terre, malgré les bombardements. Mais vous savez, face aux nouveaux avertissements israéliens et surtout après les frappes hier qui ont visé au moins 2 villages chrétiens du sud, eh bien, les habitants d'Alma el-Shahab ont dû évacuer leur village aujourd'hui avec l'accompagnement de soldats de la FINUL, la force donc intérimaire des Nations Unies au sud Liban. Vous savez, ils doivent évacuer car la situation donc est très dangereuse dans cette zone. Les frappes israéliennes se poursuivent dans plusieurs secteurs du sud et des bombardements ont d'ailleurs visé des localités proches de la frontière et aussi certaines zones dans l'ouest de la Beka, plus en profondeur donc au Liban. Une pression donc militaire qui continue de s'étendre sur plusieurs fronts. 8 jours, Serge, après que le Hezbollah est entré en guerre contre Israël, plus largement, dans quel état d'esprit se trouvent les Libanais ?
Eh bien, vous savez, beaucoup de Libanais disent avoir l'impression de revivre le traumatisme de l'automne 2024, quand les bombardements israéliens avaient frappé une grande partie du pays. La colère, vous savez, ne vise pas seulement Israël, la colère aussi se dirige contre le Hezbollah. Beaucoup de Libanais estiment que le Hezbollah a entraîné le pays dans une guerre qui n'est pas la sienne. L'attaque lancée par le Hezbollah contre Israël pour venger la mort de Khamenei, eh bien, cette attaque reste très incomprise dans une grande partie de la population. Certains parlent même ici, vous savez, d'une aventure suicidaire pour le Liban. Et cette colère s'exprime aussi très ouvertement, y compris parfois au sein même de la communauté chiite. Mais au-delà de cette colère, il y a aussi une peur qui commence à s'installer dans plusieurs régions du Liban. Des habitants redoutent que des membres du Hezbollah ou des cadres militaires du Hezbollah vivent parmi eux, dans leur village ou en tout cas près de leur maison, et donc que ces lieux deviennent des cibles potentielles pour Israël. Ces soupçons donc créent des tensions dans certaines localités, car beaucoup de Libanais ont le sentiment donc de payer le prix d'une guerre qui les dépasse. Mais vous savez, dans le camp du Hezbollah, par contre, le discours est très différent. Pour les partisans du Hezbollah, ce combat reste une guerre de résistance contre Israël. Les partisans du Hezbollah estiment bien que le parti chiite défend le Liban face à une agression israélienne. Et dans leur discours, la responsabilité de la guerre revient donc d'abord à Israël et à ses frappes. Et malgré les destructions, malgré les déplacements, plus d'1 million de déplacés, et donc beaucoup affirment qu'il faut tenir et continuer la résistance. Serge Berberi depuis Beyrouth, merci beaucoup Serge. Les équipes de France 24 à Beyrouth mobilisées depuis 8 jours et que le Hezbollah est entré en guerre contre Israël. Adéa Guillot, je rappelle que vous êtes la porte-parole de Care France, ONG donc personnel est déployé au Liban notamment. Je rappelle les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, près de 500 morts, ce sont des chiffres donnés par le ministère de la Santé libanais, 1300 blessés, un demi-million de personnes déplacées sur une population de 6 millions de personnes. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. Et puis l'UNICEF qui évoque 83 enfants tués en une semaine, 250 blessés. C'est une situation, c'est une catastrophe humanitaire. Ce sont les mots du Premier ministre libanais. Oui, on y est. C'est véritablement une catastrophe humanitaire qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Imaginez si demain en France, près d'un sixième de la population devait se mettre en mouvement sans rien. C'est-à-dire près de 11 millions en France de personnes seraient ainsi en train de quitter leur maison en pyjama la nuit, sans chaussures et sans valise et sans rien. Aujourd'hui, ce que l'on voit, nous, dans les rues, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je crois qu'on a 8 équipes, nous, rien qu'à Beyrouth, qui sont en train de se déployer aujourd'hui pour distribuer nourriture, eau, couches pour bébés, serviettes hygiéniques, savon, tout. Les gens ont besoin de tout. Ils sont partis, encore une fois, la semaine dernière, sur un simple SMS qu'ils ont reçu au petit matin. Quittez votre maison ou perdez la vie. Dans l'essence, c'est mourrez ou fuyez. Et depuis, ces gens, une partie sont recueillis dans les hébergements qui ont été mis en place par le gouvernement libanais ou qui sont en train d'être mis en place, mais c'est largement insuffisant. Donc aujourd'hui, on a encore énormément de gens dans les rues, dans leurs voitures, et il faut d'urgence leur apporter secours. Et on va aller dans un instant dans cette banlieue sud de Beyrouth notamment, où se sont rendues nos équipes. Est-ce qu'on pouvait s'attendre, Jean-Paul Chagnolot, à un front d'une telle intensité quand il y a 11 jours, Washington et Israël ont lancé cette opération, initialement, je le rappelle, contre l'Iran? Je crois d'abord qu'il faut rappeler que le cessez-le-feu qui date de l'automne 2024, octobre 2024, en fait, n'a jamais été véritablement respecté par Israël. Il y a eu tout le temps des frappes. Moi, j'étais au Liban il y a encore quelques semaines, et même à Beyrouth, j'entendais les drones, non pas des drones qui attaquaient, mais des drones qui surveillaient et qui vous rembrissaient. Et c'est quelque chose qui est important du point de vue psychologique là-bas. Et donc, en fait, je crois que bien sûr, c'est le Hezbollah qui a pris cette initiative, et ça a été très bien décrit dans le reportage. Le Hezbollah qui n'a pas non plus respecté les termes du cessez-le-feu signé en octobre. Oui, mais enfin, c'est tout de même, si vous voulez, je crois qu'il y a au-delà de la séquence, on est toujours dans des séquences qui remontent aux années 80, même 78. Enfin, et il y a une volonté d'Israël, surtout avec ce gouvernement-là, de prendre pied dans une partie du sud Liban. Alors, soit de manière matérielle et concrète, ce qui est le cas tout au long de la
de la frontière depuis pas mal de temps. Mais je pense qu'ils veulent s'y établir véritablement. Et ensuite, il y a aussi d'autres moyens de contrôle, pas simplement la matérialité, mais aussi de manière virtuelle, on peut contrôler toute une zone. Et donc, ça fait partie de ce que Israël souhaite, c'est-à-dire en fait une expansion territoriale. Il faut rappeler quand même qu'ils ont pris un peu plus du Golan syrien, dont ils ont annexé une partie. Et bien entendu, on ne peut pas oublier ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe en Cisjordanie. Donc il y a la volonté vraiment d'une expansion territoriale et de garder le contrôle sur tous ces territoires. Bon, ça n'exclut pas évidemment la responsabilité du Hezbollah dans cette affaire, qui d'ailleurs même des gens, certains du Hezbollah que je connais, étaient très surpris. Autrement dit, il y a au sein du Hezbollah des gens qui n'étaient pas d'accord. Surpris par le fait d'ouvrir ce front ? Parce que en fait, c'est manifestement une décision iranienne et ça a été repris par le Hezbollah et donc ça déstabilise le Liban très profondément, bien entendu. Bien sûr, sur les raisons pour lesquelles le Hezbollah a rouvert ce front avec Israël. D'un mot, Adélio, et puis après on va voir Arthur Saradin. Oui, c'est juste que quand on parle de ce cessez-le-feu non respecté depuis 2024, il faut dire ce que ça veut dire aussi en termes de reconstruction qui n'a jamais eu lieu et ce que ça veut dire aussi pour la séquence humanitaire dans laquelle on est. Parce que l'année dernière, en effet, déjà des infrastructures civiles avaient été détruites, notamment dans le sud du pays. Donc aujourd'hui, les populations qui fuient et les infrastructures civiles qui sont visées nous disent que le Liban est un pays qui ne peut pas amortir cette nouvelle vague de déplacés qui se met en place dans le pays. La reconstruction l'année dernière n'a jamais eu lieu. Il y avait une estimation à plus de 10 milliards d'euros de besoins en reconstruction, 10 milliards qui ne sont jamais arrivés. Et aujourd'hui, on est véritablement dans cet empilement de crise pour arriver à une situation humanitaire qui va durer et qui est très grave. Arthur Saradin, je rappelle que vous êtes le correspondant de LCI et de Libération à Beyrouth. Merci encore de prendre quelques instants pour participer à distance à cette émission. Il est important de replacer ce qu'on vit depuis 8 jours au Liban dans le temps long. Les Libanais, malheureusement, connaissent bien la guerre et le scénario qu'ils voient malgré eux sous leurs yeux. Il y a eu bien sûr la guerre en 2024, il y a eu la guerre en 2006. Tout à l'heure, Serge Berberi évoquait la colère, évoquait le fait que pour les Libanais, on y reviendra avec David Delos, il s'agit d'une guerre suicidaire dans laquelle le Hezbollah emporte le pays. Il y a une forme d'abattement aujourd'hui au Liban ? Bien sûr qu'il y a une forme d'abattement, parce que je pense qu'on l'a assez commenté là depuis quelques minutes, cette espèce de sentiment d'une histoire cyclique qui se répète un peu en disque rayé. On a connu en 2024 une guerre qui ne s'était jamais vraiment terminée. Pour donner un chiffre, c'était 10 000 violations de cessez-le-feu par l'armée israélienne depuis l'automne 2024. La guerre qui avait précédé la guerre de 2006 et toute la période de transition entre 2006 et 2024 avait été aussi marquée par des incursions intempestives de l'armée israélienne, par des violations du cessez-le-feu. Donc on a l'impression d'un problème qui s'enlise et qui ne fait que se répéter. Et moi, je me souviens, à l'automne 2024, on assistait aux mêmes scènes dans les rues de Beyrouth. On avait 1,5 million de déplacés. D'ailleurs, on estime que le chiffre qu'on a aujourd'hui d'un demi-million est assez sous-estimé. Le commandement nord de l'armée israélienne estime lui-même à plus d'1 million le nombre de déplacés du sud Liban et du sud de Beyrouth. Pour rester avec nous, Arthur Saradin, sur les raisons, c'est important, David Delos, d'y revenir, les raisons pour lesquelles le Hezbollah a rouvert ce front, donc en répercussion à l'assassinat officiellement, en tout cas, du guide suprême iranien par cette opération américano-israélienne. Jean-Paul Chagnolot rappelait à l'instant que c'est un calendrier qui a été imposé en réalité par l'Iran. Absolument, oui, on peut y voir la main, effectivement, de Téhéran qui a piloté le Hezbollah. Je parle sous le contrôle de Jean-Paul Chagnolot, mais ça paraît assez évident que le Hezbollah n'a servi que de relais, en fait, pour l'ouverture d'un nouveau front auquel Israël était absolument préparé, puisqu'on a vu à quelle vitesse il y a eu la riposte israélienne sur le territoire libanais, à quelle vitesse il a été organisé des incursions pour aller piloter, prendre le contrôle de nouvelles positions dans le sud Liban. Donc il est assez évident que les deux parties se préparaient à l'ouverture de ce nouveau front à l'occasion du conflit déclenché le 28 février. Sachant que pour Israël, le moment est assez favorable, je le mets entre guillemets, Jean-Paul Chagnolot, pour tenter de mener à terme cette guerre contre le Hezbollah, qui ne date pas d'il y a 8 jours. Il y a bien sûr le parrain iranien qui subit la pire campagne de bombardement depuis les années 80, le régime
régime syrien de Bachar el-Assad qui a été renversé il y a plus d'1 an et demi maintenant. Il y a là une fenêtre de tir qui est, passez-moi l'expression, importante, décisive peut-être pour la stratégie israélienne face au Hezbollah. Décisif, ça ne sera jamais, pour une raison simple, c'est que nous sommes uniquement dans une dynamique de guerre. Et tant qu'il n'y a que des dynamiques de guerre, vous n'aurez absolument qu'un autre moyen, c'est de la continuer. Et aujourd'hui, et depuis maintenant longtemps, les Israéliens, le gouvernement Netanyahou et cette coalition, qui est quand même largement soutenue par la population israélienne, il faut le rappeler, en fait, n'ont aucun projet politique consistant à vouloir faire des compromis. Il n'y a aucun accord qui est mis sur la table. En fait, on tire, on tue, on détruit, et c'est tout. Et c'est une forte d'hégémonie militaire qui ne peut conduire que nulle part. Je veux dire, ça ne peut conduire qu'à d'autres résistances, qu'à d'autres moyens de continuer cette guerre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que c'est une sorte on parle sans arrêt d'hégémonie du nouvel ordre. C'est une hégémonie strictement matérielle et militaire qui ne peut donc pas construire un ordre avec des accords politiques. Je crois que ça, c'est fondamental. Et l'origine de tout ça, tout de même, il faut le rappeler. Le point nodal, c'est le fait que Netanyahou ne veut pas entendre parler d'une négociation avec les Palestiniens, car tout revient en dernière instance à la question palestinienne. Et aujourd'hui, Gaza est complètement oublié et enseveli, et la Cisjordanie soumise à un régime absolument terrible de colonisation et de répression. Donc tant qu'on a ça, mais vous êtes à peu près, on peut être certain, malheureusement, qu'il y aura d'autres violences. Alors c'est le Hezbollah aujourd'hui, ça sera peut-être d'autres organisations demain, mais tant qu'on n'a pas réglé le problème de fond et on n'en prend pas le chemin, eh bien, il est évident que ça va continuer. Voilà la réalité fondamentale. Arthur Saradin, j'espère que la liaison va nous permettre de poursuivre cette discussion avec vous depuis Beyrouth. Je voudrais qu'on revienne à présent sur une enquête que vous avez signée pour Libération, sur cette opération dont vous racontez qu'elle a été menée derrière le paravent de la guerre, donc guerre qu'Israël mène contre le Hezbollah et qu'elle estime être une guerre de défense. L'ambassadeur israélien en France le disait encore ce matin chez nos confrères de BFM. Opération qui a été menée en fin de semaine dernière dans l'est du Liban, dans la ville de Nabichit, une petite localité qui dit beaucoup de la stratégie israélienne au Liban et qui raconte aussi d'une certaine façon comment les choses se passent sous une certaine impunité. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à Nabichit vendredi dernier? Il s'agit d'une opération commando israélienne qui a tenté en vain de récupérer les restes d'un soldat israélien tué en 1986 et qui a viré au bain de sang. Oui, puis qui est on va dire une opération qui est très à l'image en fait des actions militaires menées par l'armée israélienne au Liban. C'est-à-dire que tout a commencé par un ordre d'évacuation. Les Libanais de cette région, de l'est du Liban, voient sur la plateforme X un ordre d'évacuation qui concerne plusieurs localités de l'est du pays, dont cette ville de Nabichit, sous prétexte d'opérations militaires contre le Hezbollah. Le problème, c'est que beaucoup de ces habitants sont en réalité déjà déplacés de la banlieue sud de Beyrouth. Pour beaucoup, et pour ceux qui ne sont pas proches du Hezbollah, décident de rester chez eux, en famille, en sécurité, sachant qu'ils ne sont pas entourés par des dispositifs militaires de l'organisation. Et l'armée israélienne, pour mettre la pression sur ces départs, bombarde presque immédiatement après cet ordre d'évacuation. Plusieurs familles sont décimées et l'armée israélienne, dans la nuit, va profiter du chaos pour aller récupérer cette dépouille qu'elle imaginait enterrée dans un cimetière du village. Elle ne la trouvera pas parce que des habitants vont repérer ce commando israélien. Le Hezbollah va être averti, va s'en suivre des confrontations près du cimetière et l'armée israélienne, en support de son commando, va bombarder tout le reste du village et tuer encore plus de civils. On a pu en identifier au moins 30 dans cette enquête de Libération, dont plusieurs enfants. Et donc, ça fait 41 morts pour un trou et une opération fiasco qui s'est soldée par le départ par hélicoptère de ce commando israélien. L'ambassadeur d'Israël en France affirmait ce matin qu'une majorité des morts que vous évoquez, Arthur, serait due à des tirs au sein même du Hezbollah. Voilà pour la responsabilité de ces propos. Adé Aguillot, Jean-Paul Chagnol, Adé Aguillot là-dessus. Oui, c'est glaçant ce que Arthur vient de raconter, ce que vous avez évoqué de la guerre pour la guerre, parce que ce que cela illustre en fait véritablement dans cette région et par toutes les parties au conflit, c'est un mépris total de la vie civile. On a l'impression véritablement au Liban, mais dans l'ensemble de la région en réalité,
qu'au nom des impératifs militaires, qui restent d'ailleurs encore complexes, eh bien, la vie civile n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, nous avons sur un simple SMS 700 000 personnes sommées de tout quitter. Nous avons des bombardements qui visent la population civile, les infrastructures civiles. Et ce mépris-là de la vie civile est inquiétant pour ce qu'il dit de comment nous faisons la guerre désormais. Parce que, je le rappelle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale notamment, nous avons des règles dans la manière dont nous faisons la guerre. Et ces règles sont indispensables à notre vivre ensemble, à notre humanité partagée. Et dans ces règles, il y a le fait de respecter la vie civile et il y a le fait de respecter les infrastructures civiles. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi nous assistons dans l'ensemble de la région et au Liban est très inquiétant et aura certainement des conséquences qui vont durer très longtemps. Et je signale d'ailleurs l'amorce de votre article, Arthur Saradin. Hier, mon oncle est mort, mais aussi ma mère, ma sœur, mon petit frère, ma tante, les enfants de ma tante, 2 autres tantes, une cousine, un cousin et d'autres encore. Témoignage fait par un adolescent de 14 ans depuis un lit à l'hôpital de Rayak dans l'est du Liban. Jean-Paul Chagnolot. Oui, je crois que c'est très important que vous ayez évoqué cette affaire de Nabichit, où il y a eu 41 morts d'après mes informations. C'est une ville qui se trouve au sud de Baalbek. Et c'est vraiment la démonstration de ce que fait l'armée israélienne. Un mépris absolu pour les règles du droit humanitaire international. Et qu'est-ce que c'est que le droit humanitaire? Vous l'avez rappelé, madame, c'est l'idée qu'on doit protéger les civils, protéger la vie des civils et protéger la vie tout simplement de ceux qui ne sont pas des combattants. Or là, on a pour la recherche une dépouille d'un soldat mort en 1986, vous l'avez rappelé, on attaque délibérément un village avec des civils qui sont tués, vous l'avez détaillé, mais ça devrait faire un scandale, ça devrait faire un scandale. Et ça passe comme un événement parmi d'autres. Si j'étais un tout petit peu réaliste, que je suis quelquefois, si cette affaire avait lieu en Israël, s'il y avait eu 41 morts dans un village israélien, dans les mêmes conditions, avec un commando du Hezbollah qui aurait fait quelque chose et qui aurait tué 41 morts, mais la presse occidentale en ferait les premières pages. Et aujourd'hui, on oublie tout ça. Et c'est grave. C'est grave parce que ça montre bien... Et alors, encore un mot sur les 500 déplacés. 500 000 déplacés, 500 morts et 500 000 déplacés. En fait, c'est certainement plusieurs centaines de milliers. La population, vous l'avez rappelé, c'est 6 millions, peut-être 4 ou 5, on ne sait pas vraiment la population. Mais en tout cas, c'est une part très importante. Et qu'est-ce que c'est que les mots qu'on utilise? On utilise le mot d'évacuation. Mais c'est un mot extraordinaire qui occulte la réalité des choses. Le véritable mot qu'il faut utiliser, c'est un terme juridique. Ce terme juridique, c'est l'article 8 du statut de la Cour de Rome. Ce sont des transferts forcés de population. Et un transfert forcé de population, vous savez ce que c'est en termes de droit international, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Non, il faudrait qu'on commence à appeler les choses par leur nom. Il faut nommer les choses correctement. Et ce sont des transferts forcés. Ce ne sont pas des évacuations tranquilles. Et j'ajoute un dernier mot, juste un dernier, c'est que lorsque ces gens partent, ils ne sont absolument pas certains de pouvoir revenir pour plein de raisons. Et une de ces raisons, moi je connais bien des amis à Riam, qui est à quelques kilomètres de la frontière, eh bien, leur maison a été détruite. Sans raison. Encore un mot sur Nabichit, je vous donne la parole dans un instant, David Delos, Arthur Saradin. La réaction du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il a reconnu effectivement ce week-end, et vous le racontez dans votre article, que ces soldats avaient mené une opération spéciale pour localiser et tenter de retrouver les restes de ce pilote. L'état-major israélien parle d'une opération qui fait partie, je cite, de l'éthique d'Israël et de Tsahal. Oui, une éthique qui a tué 41 civils, enfin en tout cas 30 civils dans ceux qu'on a pu identifier et 41 personnes. On a identifié à Libération 5 combattants sur ce bilan. Et pour ce qui est d'ailleurs de revenir, et j'aimerais le faire sur cette réaction de l'ambassadeur d'Israël en France que j'apprends sur votre antenne, ce n'est pas du tout des gens qui sont morts dans des combats du Hezbollah. Les rapports médicaux qu'on a pu consulter, nous, à l'hôpital de Rayak, qui est l'hôpital où ont été transférées ces victimes, font état de personnes mortes dans des bombardements, pas par des tirs de balles, et donc des bombardements de l'armée israélienne. Il y en avait déjà environ 13 avant même le début de l'opération, avant 18 h, dont une famille entière qui s'était de 20 personnes retrouvées sous les décombres d'une maison, avec 9 enfants, un enfant de d'un enfant de 18 mois et un enfant de 3 ans. Donc on a, nous, ces données qui sont des données médicales, qui sont prouvées par des témoins, par la défense civile, par les rapports d'hôpitaux, par le ministère de la Santé, par la Croix-Rouge, par tout un tas d'organismes, d'associations, d'ONG, qui aujourd'hui, on a l'impression, ne font pas le poids souvent dans ce rapport médiatique à la vérité face à des déclarations de l'armée israélienne qui sont
les représentants de belligérants engagés dans un conflit. Et donc, oui, moi, cette déclaration de l'éthique de l'armée israélienne, journalistiquement, je la reçois comme la déclaration d'un groupe armé engagé dans une guerre très meurtrière pour les populations civiles du Liban, comme le fut celle de l'année 2024 et avant même au lendemain du 7 octobre avec les premiers tirs du Hezbollah sur le nord israélien. David Delos. Oui, je voudrais revenir sur ce sentiment d'impunité qu'on peut ressentir vis-à-vis d'Israël. Il faut bien prendre conscience qu'Israël est en train, avec cette éthique de son armée, de reproduire quasiment à l'identique ce qui s'est passé sur le territoire palestinien, à Gaza. Le ministre, le très à droite, je vais dire, ministre israélien des Finances, promet que la banlieue sud de Beyrouth sera le nouveau Khan Younes. Je ne sais pas si on prend bien la mesure. Khan Younes étant une localité à Gaza. Je ne sais pas si on prend bien la mesure de ce que cette promesse induit. Ça veut dire que réellement, on va assister à une nouvelle catastrophe. Et effectivement, encore une fois, on ne va pas mettre les bons mots sur ce qui est en train de se passer. Ce ne sont pas effectivement des évacuations, ce sont des crimes de guerre. Ça s'assimile à de la déportation. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Tout en condamnant ce qui s'est passé le 7 octobre, on peut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, Israël est dans une réaction qui est, on peut le dire, disproportionnée. Israël, pardon, on va aller voir le reportage de notre équipe tourné dans la banlieue sud de Beyrouth précisément. Il faut quand même rappeler, bien sûr, Jean-Paul Chagnolot, que on se souvient qu'en octobre 2023, 60 000 Israéliens ont dû évacuer dans la zone frontalière avec le Liban. Il y a encore des roquettes tirées par le Hezbollah du Liban vers Israël. Il y a quand même encore une capacité de nuisance du Parti de Dieu libanais sur Israël, même si elle est moindre, bien sûr, qu'il y a quelque temps. Bien sûr qu'il y a une capacité de nuisance du Hezbollah qui a sa responsabilité. Il faut regarder les choses en face. Mais il faut aussi être dans cette lucidité sémantique, si je puis dire, et nommer les choses. J'insiste beaucoup là-dessus. Or, en fait, de manière globale, notamment en France, on nomme très peu les choses. Mal nommer les choses, comme disait l'autre. Oui, comme disait l'autre, il s'appelle Camus. Oui. C'est un texte de 1944 dans lequel il disait effectivement il faut nommer les choses. Sinon, on ajoute au malheur du monde. C'est ça la formule qu'il avait utilisée. Et c'est vrai. Et il y a une espèce de pusillanimité assez forte ici en France. On n'ose pas. D'ailleurs, vous-même, vous prenez des précautions pour dire des choses qui sont une réalité. Une réalité, c'est-à-dire un crime de guerre est un crime de guerre. Une vie est une vie. Voilà. Et une vie libanaise vaut une vie israélienne et une vie palestinienne. Or, c'est pas du tout comme ça que c'est perçu. Le mot évacuation, par exemple, devrait être banni du vocabulaire des journalistes et ils devraient utiliser les mots qui sont justes. Et le mot juste, c'est transfert forcé, déportation, article 8 du statut de la Cour de Rome, tout simplement. On va aller dans cette banlieue sud de Beyrouth, donc, où les habitants ont été sommés de se déplacer par les autorités israéliennes. Reportage tourné par les envoyés spéciaux de France 24 et notamment Yoann Baudin. La banlieue sud de Beyrouth, sous un déluge de feu israélien. Depuis une semaine, Dariyeh, ce fief du Hezbollah, a été frappé une 50aine de fois. Durant une accalmie, nous y sommes conduits par Dani, bien connu ici. Nous sommes au cœur de Dariyeh, là, sur le boulevard Nasrallah. Cette zone est très tendue, elle est presque vide. On sent l'odeur de l'explosif, des missiles, des bombardements. Des dizaines de bâtiments ont été éventrés. Le quartier est fantomatique. Ce bâtiment-là a été visé récemment. Ici, nous sommes au quartier de Rat el-Rek. Vous avez vu le bâtiment ? Cette zone est toujours sous le contrôle des combattants du Parti de Dieu. Et même avec une autorisation, filmer ici attire la suspicion. Surtout sur les sites sensibles. Ici, l'ambassade iranienne, c'est l'immeuble à côté qui a été visé par 2 fois. Israël a ordonné l'évacuation massive de plusieurs centaines de milliers d'habitants de cette banlieue et continue de diffuser ses appels à partir avant de frapper.
Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Les Israéliens sont en train d'appeler les gens qui habitent dans Daryeh. Qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils disent si tu es dans ce bâtiment, tu dois partir tout de suite. Mais tous ne se plient pas aux injonctions israéliennes. Saïd, viens ici. T'es toujours là? T'as pas quitté? Si, je suis parti dormir à la montagne. Mais chaque jour, je reviens ici. Je fais des allers-retours tous les jours. Quand je suis là, je suis bien. Quand je pars, je me sens mal. La vie malgré tout ici, à Daria, certains commerces ont à nouveau ouvert. Des réfugiés viennent passer la journée ici, mais la vie est rythmée ici par les avertissements de l'armée israélienne qui a prévenu que pour l'instant, la zone n'était pas sûre et demande aux habitants de rester à l'extérieur de cette banlieue sud de Beyrouth. Ce garage n'a pas baissé rideau depuis le début des bombardements et il a même des clients. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour partir. Ils dorment au bord de la route ou chez eux, et s'ils doivent mourir, ils mourront avec dignité. Nous sommes 5, moi, ma femme et nos 3 garçons. Vous allez rester à Daryeh? Bah oui, on n'a nulle part où aller. Lui, c'est Abbas. Il a peur dès qu'il entend les frappes. Il a tellement peur qu'il met ses mains sur ses oreilles jusqu'à ce que ça se calme. Il a peur des avions espions israéliens. Cette famille de 7 personnes est venue maintenir leur voiture en état de rouler pour chercher quelques affaires et pouvoir repartir, se mettre à l'abri. On a des bidons à 5, 7 ou 10 $. Mettez-moi pour 7 $. C'est tout ce que j'ai comme argent. Ma mère et mon oncle sont venus du sud pour s'abriter chez moi, ici à Daryeh. Ils sont venus chez moi et quand ils ont demandé d'évacuer, on est allé se réfugier ailleurs. Selon les autorités libanaises, près de 700 000 personnes ont été déplacées et ce chiffre pourrait augmenter à mesure que le conflit perdure. Voilà pour ce reportage des équipes de France 24 tourné dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Il y a une image qui frappe, Adi Aguillot, qu'on voit dans ce sujet. C'est Johan Baudin, notre envoyé spécial, qui est très équipé, qui a ce casque sur la tête, ce gilet pare-balles. Et à côté de lui, ces Libanais qui sont tels qu'ils sont partis de chez eux. Et qui sont sans rien et qui sont aussi parfois revenus dans cette banlieue. C'est ce qui frappe dans ce qu'on voit dans votre reportage et ça confirme les informations que nous observons, nous, à Beyrouth Sud notamment. C'est-à-dire que cette vague de déplacés, encore une fois, auxquels on a intimé l'ordre, fuyez ou partez, il y a quelques jours, de quitter leur maison, eh bien, ils sont partis. Ils ont essayé de se mettre à l'abri. Mais les abris officiels et collectifs ne sont pas suffisants. Et 2, ce sont parfois et souvent des gens qui n'ont absolument pas les moyens de louer un appartement ailleurs, dans la durée. Ce sont des déplacements qui vont durer et donc qui ont décidé de rentrer chez eux au risque de perdre leur vie puisque les bombardements continuent. Je voudrais aussi réagir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, David, qui est les menaces de faire ressembler le sud Beyrouth à Gaza. Nous sommes à Gaza, nous sommes dans toute la région, car on est à Gaza, en Jordanie, en Turquie, parce que ça touche tout le monde. Là, il y a des débris qui arrivent, des réfugiés qui arrivent en Turquie, etc. Donc, c'est l'ensemble de la région. Tous les civils de la région sont touchés par ce qui se passe. Eh bien, en tout cas, nous, pour ce qui est de ce que l'on vit à Gaza depuis maintenant 3 ans, on voit l'indignité des conditions de vie que cela veut dire de forcer des populations entières à vivre sur un territoire grand comme un timbre-poche. Lorsqu'on l'enlève et lorsque l'on rend inhabitable des portions entières d'un territoire, et c'est ce qui est à l'œuvre en Sud-Liban en ce moment, c'est ce qui est à l'œuvre en ce moment au Sud-Beyrouth, eh bien ça veut dire qu'on force des populations à vivre ensemble dans des espaces qui ne sont pas faits pour ça et ne sont pas aménagés pour ça et n'ont pas les infrastructures pour cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Des risques immenses et notamment pour les femmes et les filles. Et je voudrais insister là-dessus. Nous, ce que l'on voit dans l'ensemble de ces conflits de la région, et ce que l'on est en train de commencer à voir au Liban, ce sont des femmes et des filles particulièrement mises en danger par ce qui se passe, parce qu'on le sait, dans la promiscuité, les risques d'exploitation, les risques de violences sexuelles augmentent, et on commence à observer ce genre de choses. Ça n'est pas propre à cette région, c'est propre au déplacement forcé de populations à travers le monde. On le voit aussi au Soudan ou ailleurs. Donc il y a une urgence, encore une fois, à ce que les gouvernements du monde entier demandent un cessez-le-feu et
rappelle que la vie civile ne peut pas être ainsi méprisée à ce point-là. Alors justement, David Delos, Jean-Paul Chagnolot, et puis après, je vous poserai la question également Arthur Saradin. Ceux qui ne sont pas familiers de la façon dont fonctionne le Liban se posent peut-être la question depuis le début de cette émission. Il s'agit d'un groupe armé, le Hezbollah, qui est en guerre avec Israël. Mais que font les autorités libanaises ? Les autorités libanaises font comme elles peuvent, puisque le Hezbollah semble être le maître du pays. Il est très clair que l'armée est tétanisé face à ce que le Hezbollah a perpétré ces derniers jours. Qu'il est très clair aussi que le nouveau chef d'état-major qui est arrivé il n'y a pas très longtemps a plutôt tendance à vouloir rester inactif. Les autorités tentent bien de réagir, mais on sent qu'il y a une inertie de la part des forces armées libanaises qui court-circuite l'autorité politique, alors que le président lui-même a demandé à Israël un cessez-le-feu, a demandé à ce que le Hezbollah soit considéré comme une organisation qui devait être désarmée. Il y a une certaine forme de fermeté dans les propos et du président et du Premier ministre libanais, mais il semblerait que l'armée libanaise a décidé de ne pas obéir, et c'est vraiment ce qui pose un gros problème. Sur la question, je vous donne la parole dans un instant, Jean-Paul Chagnolot, du désarmement du Hezbollah, pour que tout le monde comprenne bien, Arthur Saradin, quelle est la responsabilité des autorités libanaises là-dedans, qui appellent, comme l'a dit à l'instant David Delos, donc à cette trêve avec Israël, et qui accuse aussi le Hezbollah d'emmener le pays dans l'abîme. Est-ce qu'il y a un degré de responsabilité de la part des autorités libanaises ? Disons que le Liban est victime aussi de la configuration que lui a donnée l'histoire. Vous avez un pays dont la classe politique est héritière des milices de la guerre civile, dont le spectre partisan est avant tout milicien. Ensuite, vous êtes héritier d'une histoire qui a énormément affaibli l'armée libanaise. Pendant très longtemps, Israël, Washington ont œuvré à l'affaiblissement de l'armée libanaise, notamment après la guerre civile, en ne donnant pas les moyens à l'armée libanaise d'avoir une aviation moderne, en l'empêchant d'avoir une défense antiaérienne. Donc ce qui l'a considérablement affaibli. Si je revenais même encore plus loin à l'histoire, je dirais même que les pères fondateurs du Liban n'ont jamais eu l'intention de donner de grands moyens à l'armée libanaise, de par la composition multiconfessionnelle du pays, pour empêcher d'avoir cette grande entité armée qui pourrait créer du déséquilibre. Donc le Liban est historiquement doté d'une armée nationale très faible. Et puis, vous avez le Hezbollah qui s'est créé, on dit souvent, comme un État dans l'État. Moi, je préfère la notion de contre-État. Il s'est créé en opposition à l'État libanais dans le contexte de l'occupation israélienne, en développant son réseau d'écoles, d'hôpitaux, etc. Il revient 20 ans plus tard, après sa création, dans le jeu politique libanais et commence à obtenir des ministères, des députés, etc. Mais donc, le Liban est en effet, on va dire, dépendant de cette histoire-là. Et si je peux me permettre quelque chose pour terminer, c'est que la grande erreur historique, souvent des dirigeants israéliens et des autorités israéliennes, c'est de penser que pilonner le Hezbollah et attaquer les populations civiles retournerait les populations civiles contre l'organisation. Mais c'est souvent le contraire qui se produit. C'était cette grande, ce qu'on appelait la doctrine d'Ahyeh en 2006, qui avait conduit l'armée israélienne à détruire une partie de la banlieue sud. On voit en effet que le Hezbollah, qui a construit toute une rhétorique sur cette histoire de l'occupation israélienne, eh bien, la fait ressurgir et la renforce à chaque fois que sa base militante, sympathisante et que ses bastions sont durement frappés. La base militaire, vous voulez dire la base populaire du Hezbollah. La base militante, oui. La base militante du Hezbollah pourrait à nouveau être renforcée malgré la colère qu'évoquait Serge Berberi de la majorité des Libanais vis-à-vis de l'entrée en guerre du Hezbollah ? Et Serge Berberi, d'ailleurs, a tout à fait raison de parler d'une colère, et même d'une colère au sein de la base populaire, même de la base chiite. Et d'ailleurs, le Hezbollah n'est pas le seul représentant politique des chiites. Il y a un autre mouvement qui lui est allié, qui est le mouvement Amal, avec lequel il est en froid depuis quelques jours, justement pour avoir précipité cette escalade, le Liban dans ce conflit. Donc il y a en effet une grande défiance qui naît aussi de la base politique du Hezbollah.
moins par rejet total de son projet politique, pour être honnête, des fois tout simplement parce que certains estiment que le Hezbollah n'a pas eu la bonne stratégie dans sa promesse de protéger ses populations. Des personnes qui ont vécu avec le traumatisme de plus de 20 ans d'occupation et qui, moins de 2 ans après une précédente guerre où ils ont dû être déplacés, doivent repartir sur les chemins de l'exil et qui avaient peut-être pendant des années placé leur confiance dans le Hezbollah, se retrouvent face à un groupe qui n'a jamais été autant iranien dans ses décisions et qui finalement entraîne leur sort dans celle d'un conflit régional sans avoir eu, selon eux, selon cette base militante, la stratégie suffisante pour les protéger, eux, ces civils de la banlieue sud, du sud du pays, de l'est de la Bekaa, etc. Impuissance de l'armée libanaise, impuissance aussi, on n'oublie pas, de la force de la FINUL, qui est déployée toujours dans le sud Liban. D'un mot justement à propos de la régionalisation, le nouvel homme fort de Damas évoque ces dernières heures des tirs du Hezbollah libanais sur le territoire syrien. Est-ce que vous croyez, Jean-Paul Chagnolot, parce que c'est des choses qu'on entend ces dernières heures, à la possible création d'un front anti-Hezbollah auquel pourraient se joindre des Syriens? Je crois que c'est vraiment pas dans l'intérêt du régime syrien aujourd'hui, qui est quand même, il a affaire à des multiples défis en interne, en externe. Donc je crois que ce serait là aussi une erreur majeure. Donc il faut essayer de calmer le jeu. Juste un mot sur le Liban. Là encore, vous savez, si on garde notre fil rouge des mal nommer les choses, etc., je pense qu'il n'y a pas d'État au Liban. On dit toujours l'État libanais, mais il n'y en a pas. Si on définit l'État par une chose très simple, qui est le monopole de la violence physique légitime. Il y a une administration, et encore, il faut voir quelle est l'administration, mais il n'y a jamais eu au Liban une capacité d'avoir le monopole de la violence physique légitime. C'était très bien expliqué tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des communautés et on n'a jamais pu faire une armée nationale. On a essayé par l'armée de faire de l'armée un creuset national où toutes les communautés pourraient se retrouver. Or, ça n'a jamais fonctionné. Et en ce qui concerne les chiites, il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, ils étaient extraordinairement marginalisés à tous égards. Le premier mouvement qui prend en charge les chiites dans les années 60, il s'appelle le mouvement des déshérités. Ça résume tout. Donc il faut bien voir ça. Les chiites étaient complètement marginalisés. Puis un autre élément aussi par rapport à la question de l'armée libanaise, dont je disais qu'elle n'a pas pu se constituer véritablement, c'est que les Occidentaux, les Américains en particulier, ne voulaient pas qu'il y ait une force libanaise face à Israël. Donc tout ceci a fait que les autorités libanaises, y compris ce gouvernement actuel qui veut vraiment faire les choses, malheureusement, il est dans une structure qui lui interdit d'aller très loin. Et donc, on a cette situation très, très baroque où il y a une milice importante, le Hezbollah, qui se bat contre un État, et puis il y a les autorités officielles qui n'ont absolument pas les moyens d'empêcher tout cela. On est vraiment, mais c'est une contradiction qui remonte à la création de l'État libanais en 1920. Le Hezbollah étant bien sûr, et on l'a redit, une force politique importante au Liban. Un mot de la France, Adéa Guillot, le ministre français des Affaires étrangères a promis, je crois, 6 millions d'euros pour venir en aide au Liban. On a entendu hier le président Macron, on connaît les liens entre la France et le Liban. Est-ce que la France est au rendez-vous aujourd'hui sur ce qu'il se passe au Liban? Je dirais que c'est un début. Ces promesses sont bienvenues, elles font du bien, elles seront parfaitement insuffisantes vu la situation humanitaire qui est en train de se mettre en place. Un chiffre que je rappelle de l'année dernière, le conflit de 2024, c'était 10 milliards d'euros qui étaient nécessaires à la reconstruction. Cette reconstruction... Cette grande réunion qui avait eu lieu bien sûr, avec plein de promesses. Donc les promesses, c'est bien. Je ne commenterai pas si elles ont été tenues ou pas tenues. Moi, mon boulot, c'est de faire face à la situation humanitaire et là d'appeler les gouvernements, y compris le gouvernement français, à se montrer solidaires. Aujourd'hui, la solidarité, elle est nécessaire à plusieurs endroits. Elle est nécessaire, vous, moi, tout le monde peut aider, tout le monde peut faire un don. CARE a ouvert un don en ligne, s'il vous plaît, allez-y si vous pouvez. Mais en vérité, choisissez n'importe quelle ONG à partir du moment où vous vérifiez bien qu'elle est sur le terrain et peut rapidement apporter de l'aide et du soutien aux gens qui en ont urgemment besoin, encore une fois. Mais surtout, nous demandons, toutes les ONG, à ce que les États prennent leurs responsabilités, d'abord en débloquant des lignes réelles vis-à-vis des ONG qui sommes sur le terrain, et encore une fois, prendre le temps et la flexibilité de voir qui travaille et qui est à l'œuvre et de débloquer très rapidement ces lignes de financement, mais surtout faire la pression politique et diplomatique nécessaire, parce que vous l'avez rappelé, il n'y a pas de solution durable aujourd'hui prévue en magasin, dans les petites boîtes de tous ceux qui sont partis au conflit en ce moment, et donc il y a une urgence à ce que les États
fasse pression pour demander un cessez-le-feu et pour demander un respect de la vie civile. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, je rappelle que le Parlement libanais, à cause de cette guerre, a repoussé de 2 ans les élections législatives qui étaient prévues au mois de mai. Un mot enfin, David Delos et puis Arthur Saradin, vous aurez le mot de la fin. Sauf erreur de ma part, je ne crois pas que le Liban ait été évoqué cette nuit dans la conférence de presse de Donald Trump depuis Miami. On évoquait tout à l'heure le fait qu'il n'avait pas non plus parlé des civils iraniens et de leurs aspirations à un changement de régime. Ce n'est pas la guerre des Américains. Non, c'est pas la guerre des Américains, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hier, effectivement, Donald Trump n'a absolument pas eu l'intention de s'adresser au peuple iranien ni au peuple libanais qui sont aujourd'hui bombardés. Non, Donald Trump, il a parlé d'abord au marché financier et au-delà, à l'électeur américain. Il ne faut pas oublier que les midterms, c'est en novembre prochain, c'est dans 8 mois, c'est-à-dire que c'est quasiment demain. Et en ce moment même, au sein même du camp MAGA, la base électorale de Donald Trump, eh bien, il y a quand même des lignes de fracture sur ce conflit qui touchent directement le portefeuille des Américains. Et il ne faut pas l'oublier, Donald Trump s'est fait élire sur la promesse qu'il allait brider l'inflation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On évoquait cet rappel, je vais vous contrarier Jean-Paul Chagnolot, mais donc à évacuer le sud Liban des autorités israéliennes, transféré. À l'instant, on apprend une frappe israélienne sur la ville de Tyr. Arthur Saradin, ce n'est pas la guerre des Américains, ce n'est pas la guerre des Libanais non plus. C'est pas la guerre des Libanais, mais c'est une guerre qui se fait contre les Libanais. C'est-à-dire que ces déplacements forcés de population que l'on voit dans le pays, ces morts civiles qui ont été aussi ceux de la guerre de l'automne 2024, ces crimes de guerre que l'on a documentés, nous, depuis plusieurs années, cette utilisation dans des zones civiles du phosphore blanc par l'armée israélienne, comme documenté par Human Rights Watch encore récemment, et tout ce qui s'accumule principalement, et malgré les opérations menées contre tout ce qui ont pu être les infrastructures du Hezbollah contre les civils libanais. Et c'est disons, le grand échec aussi de la justice internationale autour de ce conflit qui a été bien plus violent et cruel sur la bande de Gaza, mais que l'on voit se répéter aujourd'hui au Liban dans une moindre mesure et dans un processus qui est totalement différent. Merci infiniment Arthur Saradin. On vous lit dans Libération, on vous entend chez nos confrères de LCI, Adéa Guillaume. Merci beaucoup pour Care France. Jean-Paul Chagnolot, on vous lit au Cavalier Bleu, oublier ou punir, justement à propos de justice pénale internationale et politique. David Delos, on vous entend, on vous écoute sur France 24, une émission à revoir en replay, réécouter en podcast.